Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Entre 1500 et 2000 personnes attendues aujourd'hui dans le Tarn contre un projet d'autoroute, c'est l'A69 entre Toulouse et Castres qui doit ouvrir en 2025. Est-ce que vous souhaitez, vous, l'installation d'une ZAD comme ça a été le cas avec succès à Notre-Dame-des-Landes pour empêcher ce projet ? Oui, vous avez dit avec succès. Je pense que grâce à la mobilisation à Notre-Dame-des-Landes, mobilisation juridique, mobilisation des agriculteurs, mobilisation des élus, mobilisation des militants, on a évité la gabegie complète d'un aéroport inutile à côté de Nantes, alors que celui de Nantes-Atlantique est très loin d'être saturé. Et surtout, on a évité la destruction de centaines d'hectares de terres agricoles, de terres humides, de terres naturelles. Moi, je souhaite tout simplement que ce projet soit abandonné, un projet anachronique. Le terme n'est pas de moi, c'est de l'autorité environnementale. Le projet d'autoroute est anachronique et va détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, menacer des espèces protégées, voilà, des batraciens, des reptiles, des oiseaux. On ne peut pas dire toute la journée le climat, la biodiversité, c'est important, et continuer ce projet. Mais Julien Bayou, c'est quoi le moyen d'y arriver ? Parce qu'il là encore, un peu comme à Notre-Dame-des-Landes d'ailleurs, le projet est validé juridiquement, légalement. Il faut une ZAD ou pas ? Mais il y a encore des recours juridiques en cours, tout n'est pas purgé. Et moi, j'appelle à une mobilisation pacifique, non violente, y compris festive. Dans la durée. Festive, bien sûr. Occuper le terrain, occuper les arbres comme le font le plus simple reste d'abandonner ce projet, parce que vraiment, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui de faire l'autoroute la plus chère de France ? Vraiment, enfin, de doubler finalement une route nationale qui existe déjà. On est vraiment sur un projet d'un autre temps, anachronique, il n'y a pas d'autre terme. Mais les habitants soutiennent ce projet, réclament ce projet. Vous avez vu les études locales, 75% des habitants qui sont pour le fait qu'on installe une autoroute entre Toulouse et Castres. Mais vous avez aussi 6000 contributions à l'autorité environnementale qui sont plutôt très négatives et des maires qui prennent position contre. Je pense qu'à un moment, il faut vraiment... Enfin, c'est une question de cohérence. Voilà. Moi, je préfère des gens qui me disent on n'en a plus rien à cirer du climat et de la biodiversité. Et dans ce cas-là, on fait cette autoroute. Mais on ne peut pas signer les accords de Paris en 2015, dire la France est championne du climat et m'éco-planète Créteil et faire ce type de projet. À un moment, il faut être sérieux. Vous voyez bien, Julien Bayou, que le gouvernement n'est pas non plus totalement fermé à l'idée d'amender, voire peut-être d'abandonner le projet. C'est Clément Beaune, le ministre des Transports, qui dit qu'il veut se laisser jusqu'à l'été pour passer en revue tous les projets d'autoroute. Il en a déjà abandonné 2, l'un du côté de Poitiers et de Limoges, un autre du côté de Lyon, par exemple. Mais qui était beaucoup moins avancé que celui-ci, J'attends du ministre délégué au transport, Clément Beaune, qui mette le paquet sur le train. Voilà. Entre Toulouse et Castres, on peut améliorer l'utilisation de la voie ferroviaire. Il y a 5 TER par jour pour aller... Les transports du quotidien, voilà, c'est nécessaire. Et puis, il y a un sujet, peut-être, si vous me laissez 20 secondes, il y a un sujet de métropolisation à outrance dans ce pays. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes. Et cette autoroute qui vise en fait à aller toujours plus rapidement à Toulouse, quelque part, fait diversion. C'est-à-dire qu'à Castres, il y a un problème d'accès aux services publics. Si vous prenez aujourd'hui rendez-vous pour un ophtalmo, pour un dermato, on vous dit, non, allez plutôt à Toulouse. Moi, mon enjeu, c'est que plutôt on puisse avoir accès à la santé à proximité de chez soi. C'est-à-dire qu'on a créé une dépendance, selon vous, entre Castres et Toulouse. Les Castres sont obligés d'aller à Toulouse. C'est pas obligé, mais disons que si vous voulez un rendez-vous dans des délais raisonnables, on vous incite aussi à aller à Toulouse. Et en fait, c'est ça dans tout le pays. La maternité, elle est toujours plus loin, la poste, c'est plus compliqué, etc. Et du coup, on est dépendant de ces infrastructures pour aller toujours plus vite dans les grandes villes. Ça veut dire que vous êtes dépendant de la voiture, ça veut dire que quand le carburant augmente, vous êtes pris à la gorge. Enfin, vous voyez, c'est ce type de système aussi que nous dénonçons avec ce toujours plus. Ça veut dire que si on vit à la campagne, on doit... même si on a des services publics, etc., rester chez nous, être enclavé, d'une certaine façon. Bien sûr que non. C'est un petit peu ce que vous décrivez. Vous êtes au courant qu'on peut aller à Toulouse depuis Castres. Il y a une route nationale. Qui met un peu plus de temps. C'est une demi-heure de plus que s'il y a une autoroute. 20 minutes, on me dit, moi. 12 à 20 minutes d'économie. Et par contre, ça sera l'autoroute la plus chère de France. Donc vraiment, 17 € l'aller-retour, mais il y aura des réductions pour les riverains, nous disent les concessionnaires. D'ailleurs, on les a eu sur France Info tout à l'heure. Il faut arrêter de faire confiance aux concessionnaires. Alors, pour le coup, s'il y avait un sujet sur les autoroutes, c'est de reprendre l'argent qu'ils ont pillé, et avec la bienveillance coupable d'Emmanuel Macron. Sachant que là, c'est un concessionnaire portugais, c'est pas Vinci ou d'autres concessionnaires qui en ce moment opèrent des autoroutes en France. Juste, est-ce que vous entendez l'argument de ce concessionnaire de dire grâce à nous, la zone humide dans le coin, elle va se retrouver plus grande qu'avant, parce qu'on va aussi faire des investissements pour protéger la zone humide à côté et pour même la faire grandir. Non, écoutez, si vous voulez
venir en soutien aux zones humides, laissez-les tranquilles. Enfin, vraiment, c'est la seule chose à faire. Il faut les laisser se développer, les laisser dans leur état naturel. En fait, en autoroute, c'est de l'artificialisation. Vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, vous mettez du bitume et l'eau, vous perturbez le cycle naturel de l'eau. En l'occurrence, 100 hectares d'artificialisation pour ce projet et 300 hectares de terres agricoles qui ne seront plus agricoles. Ça veut dire que ça ruisselle ailleurs, ça veut dire que ça peut engendrer des difficultés sur les bassins versants, sur les inondations, et par ailleurs, ça complique le rechargement des nappes phréatiques. Enfin, vous voyez, on parle trop peu en général de biodiversité, et la protection des espèces protégées est un objectif en soi. Oiseaux, batraciens, les cistules, les petites tortues. Ouais. Mais sur l'eau, si en France en 2023 on ne fait pas attention au cycle de l'eau et qu'on achète entre guillemets les arguments d'un vendeur d'artificialisation qui va vous dire que ça va améliorer les zones humides, c'est pas possible en fait. C'est de l'artificialisation, ça perturbe le cycle de l'eau. On est dans une sécheresse, on vient de passer une sécheresse hivernale record, on a une sécheresse agricole terrible en Espagne. Et on a encore 40 départements actuellement qui sont en vigilance ou en alerte. Juste avant de parler de 50% des récoltes menacées dans certaines zones en Espagne. Si on n'entend pas l'alarme et qu'on ne dit pas OK, il faut tout revoir, et ces projets qui ne sont pas nécessaires puisque on peut aller de Toulouse à Castres et on peut améliorer, Monsieur Beaune, entendez-nous, améliorer les trains du quotidien. Si on n'entend pas l'alarme, alors dans ce cas-là, vraiment, l'humanité est en sursis, mais nous aurons décidé de ne pas réagir. Juste, s'il fallait une ZAD pour s'opposer à ce projet, vous la soutiendrez? Moi, je soutiens toute mobilisation pacifique, non violente, et j'ajoute même festive. Donc, y compris une ZAD? Et y compris une occupation. Là, je sais qu'il y a des personnes qui se sont enchaînées dans les arbres. Ou qui ont installé des tentes dans les arbres. Je les appelle à être prudents, évidemment, ne pas se mettre en danger, bien sûr. Ça n'est pas du ressort de tout le monde. Je n'invite pas à le faire sans garantie de sécurité. Mais il faut qu'ils le fassent autant de temps que nécessaire. Il faut des mobilisations, et quitte à désobéir de manière non violente, pacifique, bien sûr. Oui, je pense que c'est important, et on a vu des précédents où ça a fonctionné. Ce projet n'est pas utile. Ce projet pose un problème de biodiversité. Et vous craignez pas de débordement aujourd'hui? Le rassemblement a priori festif. Gérald Darmanin lui-même attend 10 fois moins d'activistes violents qu'à Sainte-Soline il y a un mois. Mais je ne veux pas revenir, parce que sur Sainte-Soline, malheureusement, on a énormément parlé du dispositif policier, parce que malheureusement, il y a eu des blessés dans les deux camps, si j'ose parler de camps, et on a trop peu parlé de la question de l'eau. Ces bassines sont une mauvaise réponse à une vraie question. Et on devrait beaucoup plus parler d'eau, de climat, de biodiversité. Quitte à désobéir, oui, parce que voilà, aujourd'hui, si on veut être cohérent avec les objectifs qu'on s'est fixés, qu'on a parfois inscrits dans la loi, eh bien, il ne faut pas faire ce projet, c'est tout. Bon, manifestation en tout cas autorisée tout à l'heure. Manifestation autorisée tout à l'heure dans le Tarn, contrairement au mois dernier à Sainte-Soline. On va parler de l'eau dans un tout petit instant. Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts de Paris. D'abord le fil info, 8h41, Diane Ferchit. La gendarmerie de Seine-et-Marne lance un appel à témoins après la disparition d'une jeune femme de 20 ans partie faire un footing hier matin à Dammartin. D'importants moyens de recherche sont déployés. La jeune femme était partie sans son téléphone selon le procureur de Meaux. Une semaine après la chute d'un scooter à Paris percuté par une voiture de police, l'un des 3 agents est mis en examen, notamment pour violence volontaire. L'engin a été conduit par des mineurs. 2 sont grièvement blessés. La conductrice a refusé d'obtempérer. La perpétuité pour Hassan Diab pour l'attentat de la synagogue de la rue Copernic à Paris. C'était il y a 43 ans. L'attaque avait fait 4 morts. Hassan Diab, l'unique accusé dans cette affaire, a été jugé en son absence puisqu'il vit au Canada. L'accès à la pilule abortive est maintenu aux États-Unis. En tout cas, pour l'instant, décision de la Cour suprême américaine. Une bonne nouvelle pour le planning familial américain. Cette pilule est utilisée dans la moitié des IVG pratiquées dans le pays. France Info. Le 8-30 France Info. Adrien Beck. Laurent Sénéchal. Julien Bayou, l'été risque encore d'être sec. 40 départements déjà en vigilance ou alerte à la sécheresse selon le ministre de l'écologie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, immédiatement. Changer de ministre de l'écologie. Oui, alors c'est pas ça qui va empêcher la sécheresse. Désolé, mais en fait, on a déjà eu ces discussions. Tout le printemps 2022, nous avions alerté sur la sécheresse qui venait à l'été 2022. Et nous n'étions pas devins. Météo France avait alerté dès le mois de janvier. Résultat, ce gouvernement a mis en place une cellule dédiée. En août... Julien Bayou, vous dites ce que n'a pas fait le gouvernement ou ce que n'aurait pas fait le gouvernement. Vous, qu'est-ce que vous faites? Règle bleue.
la règle bleue, c'est un principe très simple pour des choix très compliqués, ne pas prélever plus d'eau que la nature est capable d'en régénérer en un an. Vous avez un stock d'eau. Et comment maintenant vous faites la répartition? Et donc il y a des secteurs qui abusent de la consommation d'eau, qui doivent être régulés. Parler de l'agriculture. Par exemple, l'irrigation, notamment le maïs, qui prend beaucoup d'eau à un moment où on en a très peu. Et par contre, il y a des personnes qui manquent d'accès à l'eau potable. Vous voyez, c'est une répartition. Là, cette année, les plantations de maïs, les semences de maïs ont déjà été faites. Vous dites quoi? On ne les arrose pas? Malheureusement, la personne qui vous dit un samedi d'avril, j'ai la solution pour la sécheresse qui vient, elle vous ment. Donc Ce serait une forme de planification. Je vais me refuser à vous dire Yaka Faucon. D'accord. Par contre, on a des situations, maintenant, ça devient presque... vous avez un maire dans le Var qui, je crois, a interdit les permis de construire parce que la commune ne pourra pas satisfaire en eau potable l'ensemble des habitations. Permis de construire des nouvelles piscines, notamment. Et permis de construire de nouveaux immeubles de logement. Vous voyez, donc on en vient à ce niveau de cacophonie, de chaos, où selon les territoires et selon les endroits, vous aurez accès à l'eau potable ou non. On nous parle de planification, rien n'a été fait. Voilà. Moi, je voudrais insister sur le défaut complet d'anticipation. Et on parle de cycle de l'eau, on parle d'économie d'eau, de sobriété. Il n'y a rien, il n'y a pas de plan, c'est pas vrai. Il y a un plan eau. Oui, il y a un plan pour dire qu'il faut. Mais il n'y a pas de contrainte. Il y a pas de... Vous voyez, cet été, vous aurez encore des golfs arrosés, en plein été. Sauf en cas d'arrêté préfectoral, ce qui risque de se multiplier pour dire qu'on n'a pas le droit d'arroser. En tout cas, l'été dernier, il y avait des restrictions concernant les particuliers. Mais vous pouviez continuer d'arroser des greens de golf. S'il faut faire un choix, moi je souhaite que les particuliers aient accès à l'eau potable. Y compris pour leurs usages. Vous savez très bien que les golfs sont souvent aussi arrosés par parfois des eaux de récupération, des lacs, des étangs qui peuvent exister dans les golfs, et c'est aussi une activité économique. Et si le golf doit devenir une activité saisonnière et qu'on ne la pratique pas en été, parce que les greens de golf, on ne peut pas les entretenir en été, c'est un choix qu'il faut faire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans ce pays, finalement, il y a des gaspillages d'eau, et puis il y en a qui en manquent terriblement. Et je pense en particulier en Outre-mer, on n'en parle jamais. L'accès à l'eau potable, notamment dans les Antilles, est très compliqué. Et donc, des investissements massifs pour récupérer ces eaux, pour les nettoyer, pour éviter qu'on en perde un cinquième dans les canalisations, bien sûr, toutes les solutions de récupération, mais éviter aussi d'en gaspiller, et je pense qu'on doit poser la question de l'agriculture. Un dernier mot sur ce sujet, Laurent Sénéchal. Si vous faites un plan sans parler d'agriculture, vous n'avez pas fait de plan. Laurent Sénéchal parlait de l'interdiction des piscines. Est-ce que aujourd'hui les piscines de particuliers, c'est un modèle qui a vécu? Moi, je trouve ça dommage. On fait à nouveau peser sur le particulier, sur le citoyen, la culpabilité de n'avoir rien fait sur les vrais secteurs qui consomment. Les piscines, ça vous dérange pas, les piscines privées? Il faut pas les remplir 10 fois par an. Mais ce que je veux dire, c'est que à la fin, ça retombe toujours sur le particulier. C'est le particulier qui doit faire attention à ce qu'il consomme. Si le produit est toxique, vous l'interdisez, tout simplement. Si c'est pas bon pour la santé, plutôt que de faire peser sur, notamment les femmes qui font, on le sait, plus souvent les courses, la responsabilité de faire attention sur les piscines. Voilà. Si l'eau elle est précieuse, protégeons-la en amont. Évitons. Il y a un cinquième des quantités d'eau qui sont gaspillées dans les canalisations. Vous voyez, c'est d'ailleurs, ça fait partie du plan eau avec l'idée de lutter contre les fuites de ces canalisations. Voilà, avec l'idée de lutter. Maintenant, quand est-ce qu'on s'y met? Vous voyez, sur l'idée. Julien Bayou, vous êtes député de Paris. Est-ce qu'il faut à Paris, pour lutter contre le réchauffement climatique et ses effets surtout, est-ce qu'il faut peindre en blanc? C'est l'effet albédo, vous savez, on peint en blanc les toits d'une ville et ça entraîne une baisse des températures à l'intérieur. C'est très efficace, semble-t-il. Est-ce qu'il faut le faire à Paris? Merci, je l'ai proposé cet automne. Il faut peindre les toits en zinc parisien. C'est-à-dire changer radicalement l'image de Paris. Parce que l'idée peut paraître étonnante, mais elle fonctionne. Et c'est très étonnant, mais dans le 10e, il y a une école qui s'appelle Louis Blanc, ça ne s'invente pas. Et vous aviez 2 classes sous les toits, et l'une a été peinte en blanc et l'autre non. Et il y avait 4 à 5 degrés d'écart en été. Donc il faut que Paris change radicalement d'image, qu'elle devienne une ville blanche. J'ai proposé, et ça a été adopté, figurez-vous, à l'Assemblée, qu'on peigne tout ce qui est possible en blanc. Y compris les immeubles haussmanniens. Sur le tertiaire. Là où c'est possible, là où ça ne coûte pas trop cher, là où évidemment il ne s'agit pas de peindre des cathédrales en blanc. Mais les immeubles haussmanniens, par exemple, pourquoi pas? Et quand c'est plat, notamment, parce que c'est là qu'il y a l'effet maximal. Ça a été rejeté. Pas sur les immeubles haussmanniens, pourquoi? Si, mais moi, pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi pas? C'est une question d'habitabilité. On ne parle même pas de confort en été. Sous les toits, sous les chambres de bonne, sous le zinc, c'est plus habitable en vérité. Et c'est souvent c'est pas les foyers les plus riches qui habitent, on le sait, sous ces toits-là. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement. Il faudrait quoi? C'est une décision du Conseil de Paris ou il faut carrément changer la loi parce qu'on toucherait à la... C'est un amendement que j'ai proposé.
un grand plan finalement, qui fait des économies, parce que vous faites moins de climatisation, c'est habitable, c'est bon pour le climat. Ça a été rejeté. Par l'Assemblée nationale. Ça a été voté. Mais le 49.3 a permis au gouvernement de le rejeter. Voilà. J'y reviendrai évidemment, mais c'est une solution, c'est très low-tech, vous voyez, c'est une solution très simple. La Méditerranée, la Grèce, évidemment, on l'utilise, le Maroc l'utilise depuis très longtemps. Peindre les toits en blanc, tout ce qui est possible, permet de faciliter ce qu'on appelle l'adaptation, et là-dessus on a pris énormément de retard. Julien Bayou, la gauche commence d'ores et déjà à parler de l'année prochaine. On parle du prochain scrutin, les européennes. Et la France insoumise aimerait bien une alliance, toujours, de toute la gauche, avec pourquoi pas une tête de liste écologiste. Qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis moi que là, moi je suis entièrement concentré sur le 1er mai, la manifestation. Vous ne vous intéressez pas aux européennes ? Si, bien sûr. Est-ce qu'il y a un débat en votre sein ? Marine Tondelier a répété que non, c'est non, la patronne de votre parti. Et sur France Info, cette semaine, la députée Sandrine Rousseau, elle, s'est dite favorable à ce qu'il y ait une alliance de la gauche pour les européennes. Enfin, on n'y est pas encore. Liste commune. C'est qu'il y a manifestation le 1er mai. Vous n'avez pas d'avis à ce stade ? Dans ce cas-là, il faut me laisser développer parce que... Allez-y. Il vous reste 1 minute. 1 minute. Allez-y. On peut dire oui sans condition, c'est idiot, c'est vraiment démago. Oui, il y a une condition, une ligne écologiste, fédéraliste, de réorienter l'Europe. Fédéraliste, oui, ça c'est un mot important. Je pense que c'est très important. Et ça doit permettre d'ailleurs de trancher le sujet pour 2027. Moi, j'ai commis un petit opus qui s'appelle « Désobéir pour sauver l'Europe ». Il s'agit bien de sauver l'Europe. Il ne s'agit pas d'en sortir. L'Europe peut être un formidable projet de civilisation, de société, lutter contre le dérèglement climatique, accueillir des réfugiés, lutter contre l'évasion fiscale, lancer enfin une défense européenne. Vous voyez le niveau d'ambition d'une liste écologiste fédéraliste. Donc il y a beaucoup de chemin encore pour aller vers les insoumis. Donc les insoumis viennent vers vous. Si d'autres listes, si d'autres partis communistes, insoumis, socialistes veulent venir sur cette ligne, je crois qu'il faut dire vous êtes les bienvenus. Et c'est la condition d'une liste écologiste fédéraliste. Et alors à cette condition, oui, il y a une liste commune. Julien Bayou, merci beaucoup. Député Europe Écologie Les Verts de Paris, invité ce matin du 8h30.